Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro de Vieillir bien, une émission consacrée à l'âge. Au menu de ce premier numéro, qu'est-ce que ça veut dire vieillir bien? De quoi nous allons parler toutes les semaines? Toutes les études d'opinion qui sont faites le montrent, c'est que vieillir fait peur. Voilà, donc ça c'est une vérité. Et vieillir fait peur parce qu'en fait, il y a tout un imaginaire derrière le mot vieillir qui est extrêmement négatif, qui parle toujours de moins, de ce qu'on pourrait moins faire, de notre moindre visibilité, notre moindre utilité, notre moindre droit à avoir la place que nous aurions envie d'avoir. Bref, vieillir, voilà, je m'en rends compte, fait peur et je trouve qu'en fait, eh bien, c'est pas une bonne nouvelle et surtout, il y a une façon, on peut tout à fait changer de regard sur ce mot et le fait de changer de regard, eh bien, peut en fait, nous faire comprendre que vieillir, on peut vieillir bien et que quand on vieillit bien, quand on décide de vieillir bien, eh bien, c'est qu'on considère que l'âge, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas, quelque chose, comment dire, de terrible, mais qu'au contraire, ça peut être un projet et un projet de vie positif. Et vieillir bien, ça dit qu'on considère l'âge comme un projet dans lequel on va s'investir. Ça veut dire qu'on a compris que vieillir, en fait, c'est vivre, c'est se sentir vivant et que l'on peut tout à fait vieillir bien, c'est-à-dire vieillir sans se sentir vieux. Voilà l'idée, moi, en fait, que je souhaite comment dire, développer et nourrir en vous expliquant évidemment comment et en vous donnant évidemment toutes les clés pour que ça fonctionne. Mais on sait aujourd'hui, et toutes les études sur la longévité le montrent, c'est que aujourd'hui, l'âge, évidemment, n'est pas le même et le fait de vieillir, on ne le fait pas de la même façon qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Compte tenu du niveau d'information que nous avons, de toutes les recherches qui ont été faites sur le vieillissement cellulaire, puisque à la base, notre vieillissement est un vieillissement de nos cellules. Voilà. Moi, je ne vous parle pas de notre apparence, je vous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, toutes les études qui sont faites sur la longévité par des chercheurs, eh bien, tendent à montrer que le vieillissement n'a rien d'inéluctable et que l'on peut vieillir de façon extrêmement différente à partir du moment où on en comprend les ressorts. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, bon, bah, finalement, l'âge fait partie de la vie. Voilà. Et moi, je considère que l'âge est une chance, que vieillir est une chance, tout simplement parce que ça veut déjà dire que nous sommes vivantes. Bon. Et qu'il ne faut pas confondre, en fait, être vivant et être jeune. Et il y a une confusion, évidemment, qui est faite de façon quasiment permanente, une espèce de collage comme ça qui est fait entre être vivant et être jeune. Ce sont deux états qui n'ont rien à voir. Moi, je préfère être vivante. Et je peux vous assurer qu'il y a des tas de gens qui pour toujours, en fait, auront 22 ans, qui auraient adoré pouvoir en avoir 70 ou 80. Donc, considérons que l'âge, c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité à partir du moment où on décide de le prendre à bras-le-corps et de ne pas le subir. Et moi, je pense qu'on a tout intérêt à comprendre que, en fait, on est responsable de la façon dont on va traverser en fait notre vie, dont on va la gérer et surtout dont on va, comment dire, décider de vieillir. Parce qu'on peut tout à fait, comment dire, euh, orienter la façon dont on va vieillir. Et quand je vous dis vieillir bien, c'est vieillir sans se sentir vieux, c'est vraiment quelque chose que je pense et je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce que quand j'étudie tout ce que les chercheurs aujourd'hui en longévité, et il y en a deux, des maîtres en la matière, il y a Jean-Marc Lemaître, qui est patron d'un institut, comment dire, de recherche à l'INSERM et qui s'occupe justement de tout ce qui concerne le vieillissement et la longévité, c'est un scientifique. Et il y en a un aux États-Unis qui s'appelle David Sinclair et qui lui aussi a un laboratoire de recherche sur le vieillissement. Donc ce sont des généticiens, ce sont des chercheurs qui, de façon extrêmement minutieuse,
regardent et travaillent sur notre vieillissement cellulaire. Et de quoi est-ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, ces chercheurs? Ben, ils se sont rendus compte d'un truc assez incroyable, qui est que nos cellules, à un moment, elles deviennent sénescentes, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de se démultiplier et de se reproduire. Bon, elles n'ont plus assez d'énergie. Sauf que, comme en même temps, ça a des incidences sur notre système immunitaire qui lui aussi commence à ralentir, et bien ces cellules sénescentes, qu'est-ce qui se passe? Elles s'accumulent dans nos tissus. Alors ça fait des petits tas, un peu comme les feuilles quand elles tombent et qu'on ne les ramasse pas, ça fait un espèce de petit matelas. Alors le petit matelas des feuilles, ça fait qu'on se casse la figure. Alors le petit matelas des cellules sénescentes dans nos tissus, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une réaction inflammatoire de notre organisme qui va produire les fameuses cytokines. Rappelez-vous, quand on nous parlait du Covid et qu'on nous disait qu'il y avait trop de cytokines qui étaient produites à un moment dans l'organisme, et c'est pour ça que les gens n'arrivaient plus en fait à s'en sortir. Bon, bah c'est ça, c'est-à-dire que donc les cellules sénescentes, elles provoquent cette inflammation. Et qu'est-ce que ça fait cette inflammation? Elle devient chronique, et ça c'est la porte d'entrée en fait à toutes les maladies liées entre guillemets à l'âge. Donc ça va être les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'inflammation chronique, les problèmes au niveau de tout le système digestif, et ensuite bah, toutes les maladies qui viennent de cette inflammation chronique, comme les cancers. Donc, ça, c'est dû à ces cellules sénescentes. Et qu'est-ce qu'ils font, nos petits chercheurs, que ce soit Jean-Marc Lemaître ou David Sinclair? Eh bien, pour l'instant, ils le font sur les souris, mais en fait, on sait que les souris, c'est proche quand même du métabolisme des humains. Eh bien, ils arrivent à faire redémarrer les cellules sénescentes. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé comment faire de la reprogrammation cellulaire pour que les cellules, hop, elles redémarrent et elles recommencent leur réplication, et donc de sénescentes, elles redeviennent actives. Et ça, c'est formidable, parce que ça montre en fait que donc le vieillissement, bah, ça serait finalement une maladie que l'on pourrait en fait traiter et que l'on pourrait surtout prévenir. Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, ça ne permet pas d'être immortel, pas du tout, et c'est pas le sujet. Hein, je ne suis pas en train de vous dire ça. Ça permet juste d'avoir une longévité en bonne santé, c'est-à-dire ça permet de conserver sa mobilité, de ne pas avoir sa mobilité, ça permet de conserver son cerveau avec toute sa plasticité et de ne pas souffrir de maladies neurodégénératives. Ça permet voilà, de continuer à vivre de façon épanouissante. Donc en fait, vieillir bien, c'est comprendre tous les mécanismes en fait qui se passent à l'intérieur de notre corps, c'est comprendre comment notre corps fonctionne pour pouvoir ensuite adapter ses comportements. Par exemple, Jean-Marc Lemaître, dans son dernier livre, Décider de son âge, mais ils ont comment dire, analysé toutes les zones bleues. Alors les zones bleues dans le monde, ce sont les zones où il y a le plus de centenaires. Donc il y en a en Europe et il y en a en Asie. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait eh bien, des éléments communs à toutes ces zones bleues. Donc en termes d'hygiène alimentaire, en termes d'exercice physique, en termes de lien social, en termes de gestion du stress. Donc voilà, ils ont vu en fait qu'il y a des points communs. Donc s'il y a des points communs, eh ben, ça veut bien donc dire que nous avons la main sur notre âge biologique. Et c'est vrai qu'il faut faire une vraie distinction entre notre âge chronologique, c'est celui qui est écrit sur notre carte d'identité. Mais celui-là, en fait, c'est pas forcément notre vrai âge. Notre âge biologique, c'est celui de nos organes. Et ça, il y a d'autres façons de le mesurer. Il y a des analyses de sang, comment dire, un petit peu sophistiquées et pointues pour arriver à voir, pour mesurer un certain nombre de paramètres, ce qu'on appelle les biomarqueurs, qui vont dire en fait quel est à l'intérieur l'âge de nos organes, de notre métabolisme. Et donc, à partir du moment où on peut définir notre âge biologique, eh ben, ça veut dire que on peut décider, grâce à notre hygiène de vie, eh bien, de ralentir ce vieillissement cellulaire en apportant en fait à notre corps tout ce dont il va avoir besoin. Et tous les chercheurs aujourd'hui s'accordent pour dire que 80% du vieillissement cellulaire sont dus
à notre hygiène de vie et à l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est ce qu'ils appellent, en fait, en termes scientifiques, l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en fait, nos gènes, parce qu'à chaque fois on nous dit ah oui, mais c'est nos gènes. Oui, mais les gènes, ça compte pour 20% dans le vieillissement. Bon. Donc ça, il y a 20%. Mais 80%, c'est cette épigénétique, c'est-à-dire l'incidence sur nos gènes de nos comportements et de notre environnement. Et il est clair que dans nos comportements, les deux grands drives de notre comportement, les deux grands piliers de notre comportement, ça va être l'alimentation et le mouvement, l'exercice physique. Ça, c'est vraiment les deux grands piliers. Et dans l'alimentation et l'exercice physique, on rajoute une chose qui a été mesurée aussi dans toutes ces zones bleues, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Alors, les chercheurs se sont demandé pourquoi la restriction calorique. Eh bien, en effet, quand on regarde un certain nombre de biomarqueurs, et notamment ceux de l'inflammation, eh ils régressent quand on va donc en fait jeûner de façon intermittente, jeûner de façon un petit peu plus poussée, ou même pratiquer cette restriction calorique de façon un petit peu, comment dire, quotidienne, sachant que la restriction calorique, je vous le dis tout de suite, ce n'est absolument pas mourir de faim, c'est diminuer à peu près de 20% son apport calorique tout au long de l'année. Donc c'est pas, vous voyez, c'est tout à fait faisable. Bon. Et les Japonais ont justement une sorte de technique qui s'appelle le hara hashibu, qui est le fait de sortir de table en ayant toujours faim, en n'étant jamais à satiété. Et ça, c'est leur façon à eux de pratiquer la restriction calorique. Donc c'est pour ça que je précise tout de suite que la restriction calorique, c'est pas un régime et c'est pas je ne mange rien. Pas du tout. Hein. C'est juste on diminue de 20% ses apports caloriques sur l'année. Bon. Pourquoi? Donc les chercheurs se sont dit, mais pourquoi il y a un lien entre moins manger et meilleure santé? Et c'est vrai que dans l'Antiquité, on a tous entendu cette phrase, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. Bon. Pourquoi moins manger, ça fait qu'on vit plus longtemps en meilleure santé? Tout simplement parce que, en fait, c'est épuisant pour le corps de digérer. C'est-à-dire que plus on mange, plus on va produire de déchets, de toxines qu'il va falloir éliminer. Et ça, pour le corps, eh bien, c'est une énergie folle. Et donc, à l'intérieur de nos cellules, en fait, à l'intérieur de nos cellules, il y a une petite centrale énergétique qui s'appelle les mitochondries. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher le fonctionnement des cellules, le fait qu'elles vont se répliquer et le fait que du coup, voilà, on est en bonne santé, on a une belle peau, on a des beaux cheveux et on a tous nos organes qui fonctionnent bien. Bon. Ces mitochondries, le plus elles sont sollicitées, le plus elles vont avoir tendance quand même à être fatiguées. Et quand elles sont fatiguées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cellules se dupliquent, se répliquent moins bien. Et donc, elles vont peut-être devenir sénescentes. Ça nous ramène au début à la cause du vieillissement cellulaire qui est la sénescence des cellules qui s'accumulent dans les tissus et qui provoque cet état inflammatoire chronique qui ouvre la porte aux maladies du vieillissement, de l'âge et ce qu'on appelle les maladies dites de civilisation. Voilà. Donc, vous voyez bien que vieillir bien, c'est-à-dire vieillir sans se sentir vieux, c'est tout à fait possible à partir du moment où on comprend en fait comment notre corps fonctionne et ce dont il va avoir besoin pour bien fonctionner. Par exemple, notre corps, il a une chronobiologie, c'est-à-dire que nos organes, ils ont des cycles des cycles de fonctionnement. C'est pas des cycles de vie, mais des cycles de fonctionnement. Le foie, qui est quand même parmi nos émonctoires, c'est-à-dire les organes qui aident à éliminer les toxines, à la fois celles qu'on ingère et celles qu'on produit, tout simplement en respirant. Le foie, par exemple, c'est un organe qui est diurne, c'est-à-dire qu'il fonctionne la journée. Et lui, à partir de 6 heures du soir, il commence à se dire qu'il va aller se coucher parce que c'est bon, il a fait sa journée, lui, parce que lui, depuis 5 heures du mat, il est là et c'est le plus gros filtre, en fait, de notre organisme.
Donc c'est pour ça que faire 6 heures, vous vous en rendez pas compte, mais la température du corps, elle commence à légèrement diminuer parce qu'il voudra aller se coucher. Si vous dînez tard, 21 heures, 22 heures, avec des aliments très gras, très sucrés, très lourds à digérer, avec de l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le foie, il va pas pouvoir dormir. Et donc lui, il va se mettre à fond, il va devoir fonctionner contre son horloge biologique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez vous réveiller vers 2-3 heures du matin, parce que lui, là, il n'est pas content du tout. Et puis surtout, il ne va pas pouvoir ensuite, comment dire, effectuer ce pourquoi il est programmé la nuit. Donc au bout d'un moment, si vous faites ça trop régulièrement, il va commencer à dysfonctionner. Et donc un foie qui dysfonctionne, eh ben, c'est très problématique pour l'ensemble de la chaîne en fait de notre corps. Parce que tout marche ensemble, bien évidemment. Notre corps, c'est une machine d'une sophistication absolue. Et quand on comprend comment nos organes marchent et interagissent entre eux, quand on comprend qu'on a un grand chef d'orchestre qui s'appelle le microbiote intestinal, quand on comprend comment il est, de quoi il est fabriqué ce microbiote et comment il fonctionne, ben je vous assure qu'après, en fait, adopter une hygiène qui va respecter en fait chacun de nos organes, à la fois leur chronobiologie et ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner, ben c'est pas très difficile. Parce que c'est vous qui allez décider de le faire. Vous allez décider de le faire en conscience. Vous allez décider de le faire parce que vous avez compris comment ça marche et qu'on a tous envie de se sentir bien. On a tous envie d'être en bonne santé. Il faut juste comprendre un truc, c'est que le corps ne doit pas pour vous être une boîte noire, incompréhensible. Et moi, tout mon propos, ça va être de vous expliquer, de vous donner toutes les clés pour le comprendre. Donc ça, je vais donc vous expliquer, comme je le fais d'ailleurs dans mes guides et dans mes livres, et que je le fais à chaque fois que je fais des vidéos, je vais vous donner en fait toutes les informations de la façon la plus simple possible, parce qu'il y a une façon simple d'expliquer comment marche le corps, je vous assure, je vais vous le raconter comme une histoire, pour que vous ayez envie de l'écouter, et puis surtout que, hop, immédiatement, vous ayez compris, et que bah, vous dites, ok, j'ai pigé ce qu'elle m'a raconté, je comprends comment marche maintenant le microbiote. Ah oui, oui, donc quand je fais ça, ça et ça, ah bah oui, ça le déséquilibre et voilà ce qui se passe, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Bien comprendre pour nous les femmes toute la chaîne hormonale, comment ça marche, pour ensuite pouvoir gérer à la fois eh bien, tous les pics hormonaux, que ce soit des pics hormonaux de grossesse, que ce soit les pics hormonaux et les changements hormonaux de la ménopause, peu importe quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour décider en fait de comprendre comment marche son corps. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire parce qu'une fois que vous avez compris comment marche votre corps, mais vous pouvez prévoir. Vous pouvez prévoir et donc vous ne subissez plus. Vous êtes vous-même les acteurs de votre santé. Et nous avons cette responsabilité par rapport à nous-mêmes. On ne peut pas déléguer, en fait, le soin de notre santé au corps médical. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de choses qui dépendent de nos comportements. Et le médecin, il n'a pas de pilule magique pour tout. Hein. Mais d'ailleurs, il n'y en a pas des pilules magiques. Hein. Il y a juste, à un moment, intégré des règles assez simples en conservant une vie très joyeuse. Je vous le dis tout de suite, il est hors de question tout à coup de se dire ah bah oui, mais alors bon, bah, je vais m'enfermer chez moi parce que je vais comment dire me nourrir d'une façon très particulière, etc. Comme ce milliardaire américain qui a décidé en fait de se prendre comme sujet d'étude et lui il se fait rajeunir. Mais sauf que personne ne veut vivre comme lui. Personne. C'est un cauchemar ce qu'il est en train de s'organiser. Il s'organise un truc. Franchement, bon, bah voilà, il est devenu un sujet d'étude. Bon, et derrière, il vend des compléments alimentaires qu'il essaye sur lui. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas du tout parce que je pense que voilà, c'est très particulier, c'est encore autre chose. Mais je crois qu'avec des règles très simples de vie, on peut très bien à la fois soigner sa santé. Ça, c'est mon ami Henri Chenot qui m'avait appris ça. Il m'avait dit, il faut toujours penser qu'il est préférable de soigner sa santé plutôt que de soigner une maladie. Et moi, je suis convaincue de ça. Et tout ce que je mets en œuvre et tous comment dire, les recherches que je fais,
les livres que je peux lire, c'est ensuite pour pouvoir en fait vous donner cette information de la façon la plus pédagogique et simple possible. Parce que je considère que nous sommes toutes très intelligentes et qu'une fois qu'on nous a expliqué comment marche quelque chose, eh bien on peut décider ensuite comment dire, d'adopter un comportement, en tout cas, ou une hygiène de vie qui va justement nous permettre de faire que nous allons vivre l'âge de façon heureuse. Je trouve que c'est assez terrible aujourd'hui, mais ça c'est l'agisme hein, et tous les stéréotypes qui sont véhiculés par l'agisme autour de l'âge et où on emploie un vocabulaire du moins, hein, où tout à coup, bah, on peut que moins faire de choses. Voilà, donc on peut soi-disant faire moins de performances sportives, on peut moins travailler, on est moins agile, on est moins souple, mais c'est pas vrai tout ça. Tout ça, comment dire, c'est des stéréotypes qui ont la vie dure et qu'on intègre ensuite, nous, en pensée auto-limitante. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes ces paroles qu'on peut entendre matin, midi et soir sur l'âge et tout ce que, de façon soi-disant, nous ne pourrions pas faire, bah, au final, à force qu'on nous dise ça en permanence, on va bien finir un jour par le croire. Bon, moi, je vous dis l'inverse. Je vous dis qu'en fait, l'âge est une aventure transformatrice qui peut être épanouissante. Voilà. À partir du moment où vous allez décider de prendre en main votre âge et de prendre en main la façon dont vous allez vieillir. Voilà. Et prendre en main la façon dont on va vieillir, ça veut dire, un truc pas très compliqué, ça veut dire intégrer les réflexes et les comportements qui aident en fait à la longévité en bonne santé. Voilà, ça c'est, et je sais que c'est possible. Voilà, donc et tout ce dont je vais vous parler, ce sont des choses que je m'applique à moi-même, voilà, dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je sais que ça marche en fait, et que on peut y arriver. Voilà. Donc, s'aimer dans son âge et aimer son âge, c'est possible. Voilà, c'est possible, mais c'est un travail. La chose la plus importante, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre qu'en fait, ça va nous demander une implication, ça va nous demander de faire des choses. Voilà, il n'y a aucune pilule magique. C'est-à-dire que si on se nourrit d'une façon épouvantable en mangeant du gras, du sucre, des aliments ultra transformés et qu'on est sédentaire, bah là, l'âge, il va pas bien se passer. Et pour personne, hein, parce que voilà, parce que c'est impossible qu'il en soit autrement. Alors il y aura toujours une exception. Il y aura toujours la personne où pas de bol, elle a l'hygiène de vie parfaite et elle va avoir un problème. D'accord. Et il y aura toujours le cas inverse où quelqu'un a une hygiène de vie déplorable et finira centenaire. D'accord. Il y a des exceptions. La majorité, en fait, d'entre nous, à partir du moment où on prend en main son vieillir, eh bien, on va donc, je dirais, faire de l'âge, en fait, un allié et faire de l'âge quelque chose qui va nous plaire. Parce que finalement, l'âge, ça a quand même énormément d'aspects positifs, notamment celui de nous apporter de la liberté. On se connaît beaucoup mieux, on va être beaucoup moins, comment dire, poreux à un certain nombre de choses qui auparavant pouvaient quand même nous peser. On est beaucoup moins à l'écoute, comment dire, on est beaucoup moins sensible au regard des autres, à ce fameux les autres là où on a toujours l'impression qu'on fait mal quelque chose. On arrive à se détacher de ça, on arrive à bien comprendre que le non est quelque chose qui est important. Hein, ce que je vous disais hier dans ma vidéo un peu comment dire mood où je vois bien comment à un moment toutes on se laisse prendre par une espèce de charge mentale comme ça extrêmement forte. Mais ça, c'est très mauvais, tout ce stress-là, parce que dans ces fameuses zones bleues où il y a une longévité heureuse, bah les gens ont une gestion du stress qui n'a mais absolument rien à voir avec la nôtre. D'abord, il y a un lien social qui est très fort, donc voilà, ça aide. On ne se retrouve pas seul à devoir gérer un tas de trucs. Et puis ensuite, il y a une conscience, en fait, que l'état de stress n'est pas quelque chose, comment dire, de positif et que par rapport
au stress, eh bien, comment dire, il y a des techniques que l'on peut apprendre pour arriver à mieux gérer ses émotions, parce que le stress, c'est une affaire d'émotions, hein. Parfois, on reçoit comme ça voilà, moi tout à l'heure, juste avant de commencer, je reçois un document, et qui me met face, en fait, à, tout un tas de choses que je vais devoir faire, heu, par rapport à une décision, voilà, que je dois prendre. Et là, je vois tout à coup toute la to-do list et toutes les implications des trucs. Mon premier réflexe, j'étais en apnée. Je me suis dit: «Bon, bah, on va se calmer, hein, voilà, prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui va être possible de faire? Qu'est-ce qui va pas être possible de faire?» Donc j'ai fait décaler tout le planning. Voilà, c'est pas grave, parce que ce qui m'était proposé était impossible. Bon, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, je me suis dit: «Ah bah non, 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 il va falloir que je le fasse, je ne sais pas comment, mais» bah non. C'est-à-dire que voilà, donc ça, c'est quand même ça fait partie des trucs positifs de l'âge qui fait qu'on arrive quand même à mettre de la distance par rapport aux choses, et à comment dire? Et à mieux gérer, toutes ces émotions. Donc tous les mardis, eh bien, j'aurai je ferai en fait cette émission sur le vieillir bien, parce que je pense que c'est important de vous donner en fait tout le cadre qui va vous permettre après à vous, hein, d'adopter dans votre vie de tous les jours, eh bien, un certain nombre de, comment dire? Soit de modifier des comportements, soit d'essayer des nouvelles choses que vous ne connaissiez pas avant. Heu, on entend parler du jeûne à tort et à travers. Comment ça marche, pourquoi il faut le faire, qui peut le faire, comment, voilà. Je vous parle de restrictions caloriques comme vraiment quelque chose qui est très importante pour la longévité, mais je vais vous expliquer évidemment qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'incidence de la restriction calorique sur la, comment dire, la reprogrammation cellulaire, parce que c'est de ça dont on va parler, hein, c'est faire en sorte que nos cellules, eh bien, ne deviennent pas sénescentes, puisque le vieillissement, c'est quand les cellules deviennent sénescentes, voilà, bon, et qu'elles arrêtent et qu'elles se déprogramment, hein, puisqu'en fait, ce qui fait qu'on est en bonne santé, c'est que, ben voilà, nos cellules se reproduisent de façon harmonieuse. Je vous parlerai des télomères, parce que quelque part, les télomères, ce petit capuchon qu'il y a à la fin comment dire, de nos brins d'ADN, et qui, au fil de la duplication en fait des cellules, peuvent et d'ailleurs s'abîment un petit peu, comment est-ce qu'on peut éviter d'accélérer ce processus? On ne peut pas l'arrêter, hein, mais on peut, comment dire, ralentir ce processus, sachant que les télomères, plus elles sont longues, plus on aura une longévité longue en bonne santé, et plus elles sont courtes, et plus notre espérance de vie est courte. Bon, là, il n'y a pas de produit miracle, hein, parce que certains vous diront: «Ah bah oui, mais il y a la télomérase». Très bien, la télomérase, c'est en effet la protéine qui nourrit les télomères, sauf que la télomérase, on ne peut pas en prendre. C'est complètement interdit en France, et pour des raisons très simples, c'est qu'en fait, la télomérase peut aussi, comment dire, nourrir un peu trop des cellules potentiellement cancéreuses. Donc on ne prend pas de télomérase en France. En revanche, on peut, grâce à certaines habitudes alimentaires, faire que notre niveau de télomérase, eh ben, il reste à un niveau bien pour notre organisme. Mais tout ça, je vais rentrer dans les détails. Je vais, à chaque fois, il y aura un thème. Évidemment, là, aujourd'hui, je vous brosse le tableau d'ensemble de quoi je vais vous parler et qu'est-ce que ça veut dire vieillir bien. Et pourquoi j'ai choisi ce terme vieillir bien et non pas bien vieillir, parce que pour moi, bien vieillir, c'est passif, c'est ah bah oui, bah on va endurer le truc. Non, vieillir bien, c'est je prends en main mon vieillir, et pour ce faire, pour que vous puissiez le prendre en main, moi je vais vous donner toutes les clés de compréhension de notre corps, parce que ça passe par là. Quand vous aurez compris toute la chaîne de commande hormonale et comment ça marche et quel est le rôle des œstrogènes pour nous les femmes, mais de quand on a 30 ans jusqu'à évidemment après la ménopause, parce que évidemment que cette chaîne de commande hormonale, comment dire, elle a un mode de fonctionnement qui va changer au moment de la ménopause, mais il est important de comprendre pourquoi. Comme ça, vous ne subirez pas comment dire, tout un tas éventuellement, comment dire, j'allais dire, d'effets collatéraux, en vous disant: «Mais mince, qu'est-ce que je peux faire?» Voilà. Quand on a compris, quand on sait ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'abord, on est beaucoup plus serein pour gérer. Je vais vous parler évidemment du poids.
qui est un concern très important pour nous les femmes et d'ailleurs pour tous les humains, de comment est-ce que comment ça se fabrique le poids en fait, hein, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on prend du poids ou qu'on n'en prend pas, et comment est-ce qu'on peut avoir une relation à la nourriture qui soit une relation paisible, équilibrée, que ça soit pas que la nourriture ne soit ni une sorte de doudou émotionnel qui est là pour pallier de la tristesse, de l'ennui ou je ne sais quoi, mais ni un ennemi. Voilà, faut qu'on ait un rapport apaisé à la nourriture et ça c'est tout à fait possible à partir du moment où on comprend à quoi ça sert, de quelle énergie on a besoin et comment est-ce que notre corps va utiliser les différents ingrédients qu'on peut trouver dans la nourriture, les vitamines, le glucose, les minéraux, les fibres. Voilà. Donc mais si vous n'avez pas à la base d'explication, comment vous voulez adopter la bonne alimentation? Moi, je suis pas du tout là pour vous dire faut manger ça et pas ça, parce que ça, je pense que c'est la pire des choses à faire. En revanche, expliquer et dire, ben voilà comment ça marche notre corps. Voilà ce qui se passe quand on mange du sucre, par exemple. Voilà. Moi, je vais vous expliquer quelle est l'incidence du sucre sur notre métabolisme. Après, à vous de voir comment vous allez gérer votre rapport au sucre. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est que parce que vous aurez les informations. Et je vous assure que quand on a les informations, ben, de nous-mêmes, on va, comment dire, réguler les choses. Et on va se dire, oui, bon, bah là, ok, je vais faire un petit effort et je vais essayer de réduire ça et pas ça. Voilà. Je vais essayer, oui, la plupart du temps, de dîner tôt quand je ne suis pas dehors. On n'est pas tous les soirs dehors, c'est pas vrai. Bon. Donc les soirs où on est chez nous, eh ben oui, c'est mieux de dîner vers 20 h comme ça, et très léger, comme ça quand on va se coucher, ben, on a fini de digérer. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de ne pas être en train de digérer quand on va dormir. Voilà. Pourquoi le sommeil est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe la nuit dans notre corps? Comment est-ce que, en fait, tous nos organes, il faut le savoir, ils ont une autre fonction la nuit. On n'imagine pas tout ce qui se passe la nuit dans notre corps. Mais une fois que je vais vous expliquer tout ce qui se passe, mais de vous-même, vous allez vous dire, ah ben oui, si je vous dis que la peau, par exemple, elle se régénère entre minuit et 3 h du matin. C'est là où on fabrique tout ce dont on a besoin pour avoir une jolie peau, l'élastine, le collagène, l'acide hyaluronique, tout entre minuit et 3 h. Vous allez dire, bon, bah, c'est super, c'est mieux que j'aille me coucher avant minuit. Si je peux m'endormir à 11 h 30, c'est mieux. Bon, et puis les soirs où vous sortez, vous vous couchez à 2 h du mat, c'est pas grave, parce que c'est pas tous les jours. Voilà. Donc, mais une fois qu'on a compris, on peut ajuster les choses. Et pour moi, le vieillir bien, c'est vraiment intégrer, alors qu'on ait 35 ans, 45 ans, 50 ans, 60, 70, peu importe. C'est intéressant de l'intégrer, quel que soit le moment de sa vie. Le plus tôt est le mieux et il n'est jamais trop tard. Voilà. Parce que beaucoup de choses sont réversibles. Beaucoup de choses. C'est là où le corps est bien fait, l'humain est bien fait, nous sommes adaptables, hein, et le plus on arrive à s'adapter en fait, voilà, à nos environnements respectifs, bah, le mieux on va pouvoir en fait conserver de la mobilité, de l'énergie, de la joie de vivre. Et puis on ne se laissera pas grignoter par cette idée très fausse, en fait, que l'âge est un cauchemar. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que l'âge est une vraie chance et qu'il y a mais il faut le prendre en main. Voilà, ça, on a une vraie responsabilité. Je sais que ça, c'est pas du tout des trucs à la mode, la responsabilité, la discipline, la ténacité, bon, mais c'est vrai que pour vieillir bien, eh bien, il faut une certaine discipline. Il faut se sentir responsable de soi, de sa santé, et il faut de la ténacité. Parce que, bah voilà, il faut tenir cette règle qui marche, qui est la règle des 80-20. 80% de discipline et 20% d'écart. Voilà. Et finalement, eh ben, on se rend compte que ça, quand on le fait sur du long terme, ben, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Et que qu'est-ce que permet la discipline? Elle permet la régularité. Notre corps, il a besoin de régularité. Par exemple, tous les spécialistes du sommeil, hein, qui font de la programmation de la PNL pour permettre à ceux qui sont insomniaques de retrouver le sommeil, la première chose que vous disent tous les médecins et tous les neuroscientifiques, c'est qu'il faut se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure, le week-end compris.
le cerveau a besoin de routine. Il a besoin, en fait, de règles. Ça, c'est très... Mais une fois que vous l'avez compris, qu'on vous a dit, voilà, c'est une règle. Si de temps en temps, comment dire, vous faites des grasses matinées, c'est pas grave, à partir du moment où vous essayez quand même, dans la majorité des cas, de conserver cette règle. Par exemple, une erreur que nous faisons et que moi j'ai apprise, alors c'est que, c'est quand vous décidez d'avoir donc un sommeil avec une certaine heure de coucher et heure de lever la semaine et puis le week-end vous vous dites: «Bon alors là c'est bon, je vais rattraper et je vais dormir 2 heures de plus». Là, c'est la catastrophe parce que ça modifie en fait tout le circuit qui de production de la mélatonine, de la sérotonine et de toutes ces hormones du bien-être et du sommeil. Et ben tout à coup, elles ne comprennent plus. Elles se disent: «Mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi là, tout à coup, je dois dormir plus, je vois le soleil, plus tard?» Donc du coup, le déclenchement de la mélatonine qui est lié au fait d'être en contact avec la lumière. C'est par l'œil que ça passe le matin. Voilà, tout à coup, tout est perturbé et donc hop, ça dérégule tout votre sommeil. Mais une fois que vous avez compris ça, on vous l'a expliqué, on vous a donné les clés de pourquoi pareil, quand vous faites cette reprogrammation du sommeil, on vous dit le plus vite le matin, vous pouvez sortir, prendre la lumière du jour, mais même marcher 10 minutes dehors. Le mieux c'est pour justement la régulation de sérotonine, mélatonine, etc. Bon, bah, voilà, on vous a donné la clé de compréhension, ben, vous pouvez l'appliquer. Voilà, c'est moi, je pense que la connaissance permet l'adoption des bons comportements, notamment de prévention. Aujourd'hui, on sait à peu près, hein, comment essayer, en tout cas, d'avoir la meilleure hygiène de vie possible pour avoir, comment dire, traverser, je dirais, les âges en bonne santé, puisque c'est ça dont on parle, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'âge, c'est sympa à partir du moment où on est en bonne santé, où on peut faire plein de choses. Bon. Et donc, comprendre quels vont être en fait les chemins qui vont permettre de construire cette bonne santé, c'est tout l'objet en fait de ce rendez-vous que je vous donne en fait tous les mardis. Il y aura toujours un thème. Donc mardi prochain, je vais commencer par la base, c'est-à-dire notre métabolisme, comment il marche. Voilà. Et donc, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer bien le fonctionnement, la chronobiologie de nos organes, le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, la consommation de l'énergie. Voilà, je vais voilà, vous expliquer tout ça. Et puis petit à petit, eh bien, on traitera comme ça un certain nombre de sujets pour vous donner les clés et que vous soyez autonome et pas du tout dépendant de ah bah tiens il y a un nouveau truc à la mode, il faut faire ça, il faut manger ça ou pas manger ça ou adopter comment dire ce régime-là. Non, c'est-à-dire que en fait c'est assez étonnant les comment dire l'étude dont je vais vous parler de Jean-Marc Lemaitre sur les fameuses zones bleues. Un des paramètres que l'on retrouve en fait dans toutes les zones bleues, c'est ce qu'on appelle, et c'est un faux ami, le régime méditerranéen. Je dis bien c'est un faux ami, ce n'est pas un régime, c'est une façon de se nourrir. Mais quand vous la regardez, cette façon de se nourrir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des légumes, des fruits, des protéines végétales, des poissons, de l'huile d'olive, des graines, des oléagineux. Bon, voilà, il y a absolument très peu de, comment dire, de viande, pas du tout, enfin, des laitages, mais surtout de la brebis, hein, jamais de vache, voilà, et zéro nourriture transformée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les pizzas, les McDo, les nuggets, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ça, non, il y a comment dire, des aliments extrêmement, comment dire, simple et facile en fait à cuisiner. Hein. Et moi, j'ai découvert, par exemple, en lisant justement le livre de Jean-Marc Lemaitre, j'ai découvert le pouvoir de l'huile d'olive. Je savais que c'était bon pour la santé, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Bon, bah là, j'ai compris. Voilà, donc et bien pareil, et je vais tout vous dire de pourquoi c'est formidable. Il y a comme ça, en matière de longévité, il y a une façon de stimuler les gènes de la longévité. Pas des gènes du vieillissement, mais il y a des gènes de la longévité. Et il y a, et notamment en fait dans ces gènes de la longévité,
eh ben, on se rend compte que le resveratrol, qui est un antioxydant extrêmement puissant que l'on trouve dans le raisin et donc dans le vin, que le resveratrol a des pouvoirs en fait extrêmement puissants pour déclencher un certain nombre en fait de gènes de la longévité. Bon, voilà. Tout comme la restriction calorique, tout comme le froid. Voilà, le froid, donc tous les gens qui peuvent faire de la cryothérapie, par exemple, le froid, il n'y a pas que la cryothérapie, hein, je vous le dis, moi, par exemple, je n'ai pas le droit de le faire, mais je fais quand même une douche glacée tous les matins pour justement stimuler, en fait, tout un tas de circuits énergétiques dans le corps. Voilà. Donc, je vais vous donner, en fait, plein de clés qui ne demandent absolument pas, comment dire, de révolutionner vos modes de vie, qui ne nécessitent pas des moyens, comment dire, considérables. Vous ferez toujours des courses, simplement vous les ferez peut-être un peu différemment. En revanche, je pense que vous arrêterez d'être sédentaire. Ça, c'est quand même le truc, un des trucs les plus importants. Mais pareil, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le fait d'être sédentaire fait que vous ne pouvez pas être en bonne santé. Et une fois que vous avez compris pourquoi, je pense que vous trouverez, eh bien, la bonne activité physique qui va vous correspondre. Voilà, parce que ce qui va vous correspondre à vous, c'est pas forcément ce qui me correspond à moi. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, tout mon propos, ça va être de vous donner des clés de compréhension. Et donc, ensuite, vous serez à même de les adapter pour votre quotidien à vous, parce qu'on a tous des quotidiens très différents. Et on peut, je ferai en sorte de vous donner en fait des clés qui soient adaptables à peu près toutes les configurations, que vous ayez beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, voilà. La compréhension des choses, c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, c'est ce qui va vous donner en fait la main sur vous, tout simplement. Et donc, et sur votre âge. Et ensuite, ça sera plus un sujet, ça sera plus un, comment dire, un sujet en tout cas de peur. Rendez-vous compte, la dernière étude qui a été faite, 60% des Français ont peur de vieillir et c'est plus de 66% pour les femmes. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Ça montre que les stéréotypes de l'âge sont beaucoup trop prégnants dans notre société et que ça finit par devenir des pensées auto-limitantes, comment dire, qui ne nous aident pas. C'est la fin de ce premier numéro de Vieillir bien. J'espère que cette émission vous a plu. Bien sûr, laissez-moi en commentaire toutes vos remarques et questions. Et la semaine prochaine, je prendrai un petit temps en début du prochain numéro pour y répondre. Merci. Ciao, ciao.